J'y suis tombé vraiment au hasard de recherche sur internet. D'ailleurs, peut-on véritablement parler de hasard? Il s'agit des 9 étapes pour l'éveil spirituel, les 9 étapes de la réalisation de soi spirituel. D'ailleurs, c'est la réalisation de soi qui m'a amené à ça, mais bon, on va y revenir après. Et donc, dans cet épisode, je voulais justement te décrire, te parler, justement échanger sur ces 9 étapes de l'éveil spirituel. On en avait parlé sur un précédent épisode de l'éveil, de se poser la question qu'est-ce que l'éveil spirituel, et finalement la version courante de l'éveil spirituel n'est pas forcément celle qui est à l'origine. Et cet article est tombé à juste titre, donc c'est vraiment un podcast un petit peu différent. On va tenter autre chose, donc on va aller sur cet article là et je vais t'expliquer pourquoi justement je suis allé sur cet article là et pas un autre. Et pourquoi justement cette orientation-là, et on va aller plus en détail. Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de Soi. Je suis Nick Open, l'hôte de ce podcast, auteur, formateur, spécialiste en connaissance de soi, et au travers de celui-ci, je vais t'aider, t'accompagner, te guider vers la découverte de cet univers infini et de ces trésors cachés qui sont à l'intérieur de toi. Alors, donc, on avait parlé dans un précédent podcast, pour vraiment revenir un petit peu sur tout cela. On avait parlé de l'éveil spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parler de leur éveil spirituel au moment où ils ont eu leur éveil spirituel. D'un point de vue sémantique, c'est un peu comme la notion de, si on peut parler d'épicurisme. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'épicurisme, quelqu'un qui est épicurien, épicurienne, dans le sens moderne du terme, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Or, si on regarde le sens originel du terme, le sens philosophique de l'épicurisme, d'un épicurien, eh bien au contraire c'est quelqu'un qui s'est donné plutôt à l'ascétisme afin d'obtenir une forme de bonheur. Mais bon, on ne parle pas d'épicurisme ici, mais c'est intéressant de voir comme quoi un mot, l'évolution de celui-ci, l'évolution de la sémantique peut arriver sur des expressions modernes qui sont différentes de l'origine. Concernant l'éveil spirituel, c'est pas aussi extrême que l'épicurisme, mais on a quand même quelque chose qui est très prévalent. C'est-à-dire qu'il y a deux types de notions sur l'éveil spirituel. Il y a l'éveil spirituel moderne. On va y revenir justement dans cette description-là, qui est une sorte de... Oui, on peut parler d'éveil spirituel, mais moi j'aime bien plus parler d'éveil à la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité va venir dans notre vie, ou je dirais même plutôt de réveil spirituel. Car certaines personnes vont justement être connectées à leur fibre spirituelle, à ce monde d'en haut, ce monde de l'invisible, quel que soit le nom qu'on donnera, l'univers tout entier, et vont se couper de cette connexion-là et y revenir plus tard. D'ailleurs, on pourrait parler aussi d'une autre terminologie, peut-être qu'on en reparlera sur notre podcast, tu me diras si ça t'intéresse, sur la nuit noire de l'âme. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi parler de réveil à la spiritualité. Et l'éveil spirituel aujourd'hui, c'est celui tel qu'on va le voir. Cependant, la terminologie originelle de l'éveil spirituel, c'est-à-dire pas celle que tu auras peut-être prononcée, j'ai eu mon éveil spirituel, c'était tel jour, 2014, il s'est passé ça et ça. Non, on va aller sur l'éveil spirituel tel qu'il est donné dans des courants philosophiques, des courants religieux, des courants spirituels. Eh bien, il va être de tout ordre. Et en quoi consiste-t-il? Ben pour cela, il va falloir attendre la fin de l'épisode, parce que justement ça sera la 9e étape de ce chemin spirituel que l'on va parcourir ensemble. Et justement ça va être intéressant, tu pourras me dire en commentaire, en description, peu importe, sur les réseaux, où est-ce que tu penses, parce que c'est toujours difficile de se positionner à l'instant T donné, où est-ce que tu penses te trouver au travers de ce chemin en 9 étapes. D'ailleurs, j'en parle ici, j'en ai parlé sur d'autres podcasts. Si tu veux aller plus loin, justement, si tu veux avoir des bons outils, des bonnes approches, comme par exemple le travail avec le tarot, avec l'astrologie, avec Carla, ma compagne, le travail sur l'alchimie aussi, les symboles alchimiques pour le travail sur soi, et tout ce qui est lié à la connexion à l'invisible, eh bien, si tu n'es pas déjà membre de la formation Connexion à l'invisible, je peux t'inviter à regarder le lien en description. C'est une masterclass gratuite qui t'aidera justement et sur lequel on donne déjà des conseils fondamentaux sur la connexion à l'invisible. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va? Comment faire? Et justement,
quelles sont les approches, les outils, les façons de faire pour arriver à développer ce chemin spirituel. À savoir que je tiens à le rappeler aussi, c'est quand même assez nécessaire me semble-t-il. Ici, moi, Nicolas, auteur de ce podcast, je suis de formation scientifique à la base. Donc j'ai bossé pendant 5 ans d'ailleurs dans le milieu de la recherche. J'ai fait des études dans ce qu'on appelle dans le domaine de l'ingénierie mathématique, calcul scientifique, mathématiques appliquées. Bon, voilà, ça c'est les grands noms qu'on utilisait pour décrire ce que je faisais. Et donc j'ai à la base un esprit qui est très on va dire rationnel, mais pas rationnel dans le sens matérialiste et autres, même si à un moment donné, eh bien justement, la vision matérialiste a pris le pas sur mon ouverture à la spiritualité, d'ailleurs a fermé la porte qui était ouverte à l'instant T donné. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réveil spirituel, mais ça on en parlera plus tard un jour de mon histoire plus en détail. Mais tout ça pour dire que l'approche que j'ai au regard de la spiritualité, et Carla c'est exactement la même chose que moi, et c'est vraiment notre particularité, c'est qu'on a une spiritualité et une approche à l'invisible qui est vraiment à mi-chemin entre la partie, on va dire, magique, ésotérique, et la partie scientifique, la partie recherche, ne serait-ce que par exemple lorsqu'on va aborder des thèmes comme la réincarnation, eh bien moi j'ai mangé de nombreuses études scientifiques sur la réincarnation, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites ou autre. Et finalement quand on creuse sur une forme de recherche scientifique sérieuse, académique, et qui n'est pas sous un prisme matérialiste réducteur, eh bien on peut se rendre compte vraiment d'une approche qui peut être beaucoup plus, comment dire, je vais pas dire beaucoup plus ouverte, mais beaucoup plus carrée, ouais, c'est peut-être un peu le mot, carrée de la spiritualité, et en même temps la partie mentale, la partie rationnelle, la partie logique est nécessaire, mais il est nécessaire aussi de développer la partie intuitive et la partie plus d'ouverture à ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment ce jeu d'équilibriste qu'il est nécessaire de faire entre le pragmatisme et le côté tête dans les étoiles, je dirais. Et c'est vrai que parfois, quand on va aborder ces sujets de spiritualité, on va avoir un pragmatisme qui va être tellement fermé sur une approche matérialiste que finalement, eh bien, il va y avoir rien qui va s'ouvrir, et finalement, tout ce qui va être au-delà de la vision matérialiste qui est très en spirale dynamique, très orange avec un dogme bleu. Spirale dynamique, pareil, je te renvoie sur les liens en description. Donc, on va avoir ça, et c'est très très prégnant dans notre société aujourd'hui, tout particulièrement. Alors, moi, je vois vraiment la différence, moi qui réside au Chili avec la France, c'est encore plus prégnant en France. Donc, de ce côté-là, on a cette approche qui finalement est une forme de dogmatisme qui peut devenir parfois un dogmatisme scientiste. Et de l'autre côté, on peut avoir une autre approche qui est de renier justement tout ce côté scientifique, tout ce côté logique, tout ce côté finalement avec de l'expérimentation, puisque l'expérimentation a du sens aussi, et le test résultat, et il est possible, il peut se faire dans la partie spirituelle, on l'expérimente même nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est toi, moi, c'est toutes les personnes qui sont un peu portées vers la spiritualité. Et donc, tout ça pour te dire, bon, t'as compris l'idée, j'ai un peu perdu le fil de la discussion, t'as compris l'idée, mais je trouve que c'est quand même assez nécessaire d'apporter cela au regard de justement ce que je vais dire, et donc de ce fameux article. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai lu cet article, tu vois, je suis très très exigeant, je suis extrêmement exigeant. Et cet article que j'ai lu, donc qui s'appelle, donc on va en parler, The 9 Stages of Spiritual Self-Realization, qui est écrit dans le site blog lonerwolf.com, donc lonerwolf.com en français, par les deux auteurs. Donc ça c'est un couple, Aletheia, je vais y arriver, Aletheia Luna et Matteo Sol. D'ailleurs c'est marrant, Luna la lune et Matteo Sol pour le soleil. Donc j'aime beaucoup aussi cette approche qui est très teintée d'alchimie entre le côté féminin et la lune et le soleil à côté. Donc c'est un blog, un site qui a l'air
assez important, qui a l'air d'avoir une très bonne notoriété, mais notoriété ne veut pas forcément dire qualité. Toujours est-il, celui-ci est très intéressant, et donc sur cet article-là, on va rentrer en détail sur ces 9 étapes qui m'ont vraiment paru les plus subtiles sur ce chemin vers la spiritualité, vers l'éveil avec un grand E. Donc on va parler de l'éveil, l'éveil avec un petit E qui est l'éveil à la spiritualité, l'éveil spirituel, et à l'éveil avec un grand E. Alors justement, sur ce grand E, en fait, moi, ce qui m'a amené à cet article, ça peut être intéressant que tu le saches, c'est pas la spiritualité, c'est la spirale dynamique. C'est toutes les recherches autour Spiral Dynamics. Et donc, d'ailleurs, on en reparlera de la réalisation de soi. Je t'en avais déjà parlé sur la pyramide de Maslow dans un précédent épisode du podcast. La réalisation de soi, c'est une étape avant la transcendance de soi. Et là, c'est super intéressant, ça m'avait beaucoup plu déjà cet article, ce qui faisait vraiment le distinguo entre la réalisation de soi, telle qu'on peut la voir, qui est dans les courants de Maslow, de Ken Wilber, de Spirale Dynamique avec Beck et Cowan. Donc voilà, si tout ça ne te parle pas bien, regarde encore une fois le lien en description sur Spirale Dynamique. Et après, à côté, eux, ce qu'ils disaient, c'est les 9 étapes pour la réalisation de soi spirituelle, qui s'appelle également l'éveil avec un grand E spirituel. Et donc, je trouvais ça intéressant déjà de mettre en place cette spiritualité, cette nuance-là, qui dit que c'est une réalisation de soi au travers du côté spirituel. Et c'est intéressant si on fait le lien pour vraiment boucler la boucle avec toutes les approches que je t'enseigne. L'énéagramme, sur l'énéagramme, on parle de la personnalité adaptée, qui est le type énéagramme, et on va aller sur la recherche de la personnalité supérieure. Et là, typiquement, sur ces 9 étapes de l'éveil spirituel ou de la réalisation de soi spirituelle, pour prendre l'autre terme, tel qu'ils l'ont nommé eux-mêmes, eh bien, on arrive à ce point où on arrive à s'ouvrir sur la personnalité supérieure et à dépasser son type énéagramme. À voir que ce chemin également tend vers un idéal qui peut être touché du doigt à des instants donnés, mais qui reste quand même un idéal. À savoir, peut-être que certains ou certaines d'entre nous réaliseront cet idéal. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Alors, on attaque sur la première étape, le début du chemin. Alors, la première partie, c'est avec le mot aware de ce cher Jean-Claude Van Damme, c'est le self-awareness, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est cette étape qui est une étape où on va véritablement prendre conscience de son ego, prendre conscience de qui l'on est. C'est aussi vraiment le début du chemin de l'éveil également spirituel, l'éveil à la spiritualité, ou ce moment de début d'initiation au développement personnel. C'est-à-dire que je m'identifie moi, je commence à vraiment faire une dissociation entre moi et le monde extérieur, mais plus que ça, je commence vraiment à avoir une conscience de mon impact sur le monde extérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas juste une victime du monde extérieur et qui va jamais se remettre en question, mais plus quelqu'un qui va se dire « Ah, ok, il y a des choses que je fais qui ont un impact sur le monde, qui ont un impact sur l'extérieur et qui, effectivement, comme un boomerang, peuvent m'être renvoyés. » Donc on sort de cette forme d'ignorance psychologique pour arriver à cette première conscience de je suis là, mais en même temps, je sais pas trop qui je suis. Mais je sais que j'ai un impact sur le monde, j'ai un impact sur les autres, et il y a une dynamique qui se crée d'un côté et de l'autre. Et ça va être également, cette première étape du chemin, une étape qui peut être désagréable parce que on commence à prendre conscience aussi des choses qu'on n'aime pas chez nous, des choses qui sont pas forcément agréables, des choses qui sont pas très, on va dire, reluisantes. Et finalement, on va qualifier beaucoup cela, à ce stade-là, de points de faiblesse que l'on va essayer de corriger, de rectifier, de changer, voire, pourquoi pas, d'occulter. Et on va voir un petit peu plus loin dans le chemin que c'est plus subtil que ça. Mais cette étape est l'étape de départ et l'étape qui va amener à l'étape numéro 2, qui est l'exploration de soi. Et l'exploration de soi, c'est après la conscience de finalement notre
impact au monde, eh bien, on va dire, on va chercher à comprendre qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Euh, il commence à y avoir vraiment cette dichotomie qui se fait à l'étape 1 entre ce que je crois être et ce que je suis. Mais ce que je suis, ça reste flou. Et là, on va aller explorer. Et c'est intéressant ici parce qu'on va explorer ses pensées, on va explorer ses émotions, on va explorer ses actions, on va commencer à faire une introspection sur soi, sur son histoire de vie. Si on prend l'énéagramme, typiquement, eh bien, la découverte de l'énéagramme, à l'étape 1, sur le self-awareness, sur la conscience de soi, je vais avoir conscience que, eh bien, j'ai un type énéagramme, j'appartiens à une famille de personnalités. Je vais avoir conscience que finalement, en fait, s'il y a des choses qui se passent qui vont pas bien dans ma vie, c'est que il y a aussi des choses que je fais, des process, des façons de fonctionner qui ne vont pas. Et l'étape numéro 2, donc l'exploration de soi, elle est cette étape de l'énéagramme où je vais commencer à faire toute cette exploration pour trouver mon type énéagramme. Et là, ici, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je suis sûr que je le dis même dans la masterclass que tu as, qui est dans la description aussi, tellement je le dis tout le temps, c'est super important de chercher ton profil toi-même, de prendre le temps de trouver ton profil. C'est super important d'interdire les gens de te dire ce qu'ils pensent être ton profil énéagramme, ou s'ils te le disent, de pas les croire. Parce que c'est vraiment de la projection, et quand bien même, dans le pire des cas, et écoute-moi bien, c'est pas le meilleur des cas, c'est le pire des cas que je te donne. Dans le pire des cas, quelqu'un te donne ton profil, et c'est véritablement ton profil, et c'est pas une erreur de cette personne-là, eh bien ça t'enlève toute l'étape de recherche qui va te faire explorer les 9 profils jusqu'à un moment donné te dire « Ah mais ouais, en fait, je pensais que j'étais ça, mais finalement je suis ça. » Cette étape d'exploration, je vais y arriver, elle est primordiale. Elle est primordiale pour apprendre à se connaître. C'est ce moment où tu vas commencer à dévorer des livres de développement personnel, de spiritualité, où tu vas avoir cette boulimie de recherche, mais de recherche finalement pas de savoir, pas d'expertise, de recherche de toi, de qui tu es. Et c'est là finalement que l'énéagramme et spirale dynamique sont très intéressants pour ce travail-là. Thème astral de même, si on prend le domaine d'expertise de Carla. Donc tout ça va justement t'aider à cette exploration. Alors tu vois, c'est intéressant parce que là, ça reste quand même assez psychologique cette partie-là, je trouve. On pourrait enlever, tu vois, les 9 étapes d'éveil spirituel, de réalisation spirituelle, on pourrait l'enlever en disant les 9 étapes, finalement les premières étapes, c'est les étapes plus de connaissance de soi. Étape 3, elle continue là-dessus. Et on va voir que ça va évoluer après. Et c'est la découverte de soi. L'étape 3, donc je vais récapituler l'étape 1, c'est conscience de soi, 2, exploration de soi, et 3, découverte de soi. Et là, cette étape-là, c'est, on va passer du qui je suis à pourquoi est-ce que je suis comme ça. C'est le moment où on découvre son type énéagramme. C'est le moment où je sais que ça y est, je sais, j'ai découvert mon type, je suis 8 avec une L7. Et quand je me désintègre, j'ai tendance à être beaucoup sur du 5. Quoique le 2 est quand même assez présent. Bref, tu vois, c'est à ce moment-là où tu te dis, voilà, j'aimerais mieux connaître, ça y est, en spirale dynamique, je viens de comprendre. C'est pour ça que je suis pas bien dans cette société actuelle, parce que je suis en train de basculer de l'orange au vert. Là, tu vois, tu comprends ce qui se passe. Et tu comprends, en fait, ce qu'il en est. Et de ce qu'il en est, tu vas aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que tu vas plonger en dessous de l'iceberg pour dépasser cette partie où je me comporte comme ça. Par exemple, admettons, je suis type 2, eh bien, j'ai tendance à vouloir aider les autres, j'ai tendance à m'oublier un peu moi, j'ai tendance à être un peu orgueilleuse ou orgueilleux. Ok, pourquoi est-ce que je fais ça? À quel moment je fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui m'a amené à ça? Donc c'est aussi pas mal un travail d'introspection qui va se faire pour arriver à chercher. Cette découverte-là, elle va amener aussi à faire un travail aussi sur sa ligne de vie, sur qu'est-ce qui m'a amené à être comme ça, qu'est-ce qui m'a amené à réagir de telle façon, qu'est-ce qui m'a amené à développer telle habitude, tel mécanisme. Donc on va aller un petit peu plus loin en arrière. Là, on a par exemple des outils qui sont intéressants, notamment des outils de PNL ou d'hypnose qui peuvent être des outils de régression, comme par exemple la ligne de temps. Et ensuite, donc, de là, petit à petit, on va basculer sur l'étape numéro 4,
qui va être la compréhension de soi. Alors la compréhension de soi, c'est l'aboutissement des 3 étapes précédentes, cette forme de cristallisation qui va amener à vraiment être, je dirais pas en harmonie encore avec notre ego, à notre personnalité adaptée, parce qu'il y a des choses qui vont encore faire mal, mais je dirais tout simplement, c'est plus clair, c'est plus limpide, on sait où on est, on arrive à se positionner par rapport à moi, par rapport au monde, et moi par rapport à moi. De même, tu as à ce moment-là la conscience de finalement des points sur lesquels tu dois travailler sur soi, des points sur lesquels tu seras un petit peu plus faible que d'autres. Alors quand je dis que d'autres, pas forcément en comparaison, mais des points faibles dans ta personnalité par rapport à d'autres points de ta personnalité qui sont des points de force. Donc tu as vraiment cette subtilité-là sur ta personnalité qui te permet justement d'appréhender la vie d'une façon différente. Admettons par exemple qu'en énéagramme, eh bien, tu sais que le centre d'intelligence émotionnelle, c'est celui qui est le plus réprimé chez toi. Eh bien, sachant cela, tu sais que déjà c'est un point sur lequel il va falloir que tu travailles un petit peu plus, de t'ouvrir un petit peu plus aux émotions. Et en même temps, tu sais que dans une situation donnée, par exemple, lorsque tu vas devoir communiquer avec différentes personnes, par exemple sur des jeux d'acteurs ou autres, il va falloir aller rechercher cette part émotionnelle et ça sera un petit peu plus difficile que les autres. Par contre, tu auras une approche peut-être plus instinctive qui sera vraiment très développée et là tu sais que sur le faire ça va être beaucoup plus simple. Donc là j'ai pris cet exemple là d'un point de vue de l'énéagramme, des trois types centres d'intelligence, mais on aurait d'autres exemples encore. Donc là, ici, on est vraiment sur la conscience des origines des raisons pour lesquelles tu penses ce que tu penses, tu ressens ce que tu penses, tu agis de la façon dont tu agis. Donc là, tu auras noté les 3 centres. Et également, c'est intéressant parce que c'est là aussi où tu vas te confronter à ce dont Jung appelait l'ombre, à ton ombre. C'est-à-dire cette partie de toi qui est, on va dire, la moins reluisante. Et cette partie d'ombre, en fait, elle est difficile à voir parce que on n'a pas envie d'y aller. Ou du moins, on va avoir quelques défauts en surface. Mais là, quand je parle de l'ombre, on est vraiment sur la partie obscure qui est cachée à l'intérieur de notre être et que par différentes couches de vernis ou de mécanismes de l'ego, eh bien, on a réussi à masquer. Mais là, maintenant, c'est le moment où on a enlevé tous les voiles. On en a enlevé 1, 2, 3 progressivement. Et là, vraiment, on les a en face de nous. Et c'est compliqué. Et c'est à ce stade-là qu'on s'arrête sur l'étape 4, à ces ombres avec lesquelles il va falloir faire quelque chose, cette partie de soi qui n'est pas agréable à voir. Et ça va nous amener justement à un passage difficile qui va nous amener à l'étape numéro 5. Alors que l'on soit clair également, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il va y avoir une petite infinité de personnes. C'est-à-dire qu'on va reprendre les étapes précédentes. La conscience de soi, déjà, tout le monde n'arrive pas à l'étape numéro 1. Donc ça, c'est vraiment une étape vers laquelle on va aller qui va demander une évolution de soi. Si on prend la spirale dynamique, d'ailleurs, il faut au moins être arrivé sur le niveau bleu, voire orange, pour commencer ce travail de conscience de soi, véritablement. Et encore le bleu, on est vraiment sur une conscience de groupe, donc on va être plutôt dans le suivi, on va dire, d'une forme de dogmatisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, ça c'est un autre sujet. Donc on voit déjà qu'il y a peu de personnes. Après, l'exploration de soi, bon, ça, elle va se faire si tu t'ouvres à développement personnel, à spiritualité, ce qui est déjà ton cas. Si tu écoutes ce podcast, tu es déjà au minimum sur l'étape numéro 2. L'étape de découverte de soi, donc c'est celle où on arrive à une finesse de connaissance de soi. Cette finesse-là, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc elle va demander 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, pour vraiment avoir les premières réponses sur qui je suis vraiment. Et bon, même si dans les premiers mois, on peut déjà avoir quelques premiers insights, mais vraiment la profondeur, ça va prendre du temps. Bon, après, la connaissance véritable, la compréhension de soi de l'étape 4 est beaucoup plus rare. Et là, comme on arrive aux ombres, à l'ombre, eh bien,
c'est ce stade-là où est-ce qu'on a envie de le dépasser ou pas? Ou est-ce qu'on veut rester dans une forme de cécité, j'ai envie de dire, de l'ombre? Si on reste dans une forme de cécité, on sera vraiment aux prémices de l'étape 4. Mais lorsqu'on va franchir l'étape 4 véritablement, ben là, on va s'y confronter véritablement à ces ombres. Et ces ombres, elles vont amener à l'étape 5, qui ne peut pas exister sans les étapes précédentes. D'ailleurs, c'est ça que je trouve très beau sur cet article, c'est que, et sur ce process, c'est que chaque étape induit la suivante, et en même temps, chaque étape qui suit ne peut pas être faite sans l'accumulation des précédentes. Alors, l'étape numéro 5, c'est l'amour de soi, le véritable amour de soi. C'est lorsqu'on va avoir une véritable compassion sur qui l'on est. C'est lorsqu'on va commencer à regarder, à porter un regard de compassion, d'amour, de tolérance aussi. C'est un mot-clé, de tolérance vis-à-vis de soi. Ok, j'ai des ombres, ok, j'ai des coins qui sont pas très reluisants, mais en même temps, ça fait partie de moi. Et on va commencer à intégrer les différentes parties de soi. Les intégrer non pas seulement la partie liée à une forme de réussite ou des parties qui vont être nobles, qui vont être teintées d'éthique, de morale, de vertu et de perfection, mais aussi accepter ces parts faillibles de soi, ces parts que on a du mal à déjà accepter et on a du mal encore plus à montrer aux autres tellement on peut en avoir honte ou se dire que par rapport à un mode de fonctionnement en termes de société, ce n'est pas, c'est déviant. Donc il y a vraiment aussi cette notion de déviant est intéressante. On va pas rentrer plus en détail là-dessus, mais de déviance vis-à-vis d'une norme, vis-à-vis de quelque chose en particulier. Donc on arrive sur l'amour de soi. Et qu'on soit clair ici, je ne parle pas de confiance en soi. Qu'on soit clair. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné, qui se développe, qui peut être sujet aussi à un contexte. Là, on est vraiment sur de l'amour de qui l'on est, de ce que l'on est. Et surtout, fort de ça, on arrête de se punir. On arrête de s'auto-flageller. On commence à arrêter de nourrir la partie sombre aussi, qui est à nous. On l'accueille d'ailleurs. On arrive à également, tu sais, le yin et le yang. La partie noire avec cette petite lumière blanche derrière l'ombre, derrière la profondeur, derrière l'obscurité de cette cave qui semble sans fin. On commence à voir la lumière qui est cachée derrière. Et cette lumière qui a été la source qui finalement a amené cette ombre-là. Donc c'est là aussi où on trouve cet amour sur des choses qui sont censées ne pas être propices, qui sont censées ne pas être aimables. Donc on est vraiment dans une part où finalement on est en train de faire la paix aussi avec soi. Purement et simplement, on est en train de faire la paix. Donc c'est l'amour de soi et la paix intérieure. Et de là va commencer une merveilleuse transformation de soi. Et là, on arrive à la transformation de soi. Et la transformation de soi, c'est ce moment où on va être comme le phénix qui va renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir également les ailes du phénix qui vont s'ouvrir et on va dépasser cette image, cette fausse image de soi qui est l'ego, qui est la personnalité adaptée, pour aller vers une version la plus authentique et ouverte et élevée de soi. Alors là, quand je dis authentique, je ne parle pas d'authentique dans le sens sémantique que pourrait donner un type 4 énagramme, non. Ou du moins, pas dans le sens commun, dans le sens de l'idéal qui est recherché par le type 4 énagramme. C'est-à-dire cette authenticité qui est cachée derrière ce vernis de structure de personnalité. Et donc là, on va commencer à goûter à sa personnalité supérieure. C'est là aussi sur l'énéagramme où on va commencer à basculer des passions en énéagramme, des compulsions émotionnelles à la vertu en énéagramme. C'est là aussi où on va commencer
à passer des croyances de remplacement, des visions du monde erronées des profils, à des idées supérieures, les idées sacrées. Donc là, on sent aussi qu'il y a cette tonalité de spiritualité qui est véritablement présente, qui est même plus que présent. Elle est là et elle irradie dans notre façon d'être. Comme je parlais du phénix, là on est vraiment dans ce stade de mort et de renaissance. On est à un stade de l'avant, l'après. La personne qui est là n'a, je sais pas dire, ne plus rien à voir, puisque justement elle est née de toutes les étapes avant et de la personne qui était avant. Mais la personne qui est là est différente. C'est une autre personne. C'est l'éclosion, c'est la chrysalide de soi, véritablement. Et lorsque vous rencontrez des personnes qui sont à ce stade-là, eh bien, vous ressentez justement ce calme, cette plénitude, cette sérénité, et en même temps, cette sensation de ne plus avoir de compte à régler au monde, aux autres, et de besoin de faux semblants. C'est intéressant parce que ce stade-là aussi me fait beaucoup penser à, justement, on parlait de réalisation de soi, les différents mots, à l'étape de réalisation de soi, selon la pyramide de Maslow, qui peut correspondre à un certain stade, et c'est là où on va mettre quand même de la nuance et de la subtilité, au niveau jaune de la spirale dynamique. Donc là, on est vraiment très très proche. Je ne dis pas qu'il faut absolument être à cette étape-là pour arriver à un niveau jaune de spirale dynamique. Cependant, on va avoir des corrélations qui vont être très fortes. Et là, donc, on va monter maintenant la puissance au niveau 7. Alors, ce niveau 7, c'est la maîtrise de soi. C'est là où, finalement, tel que le disent les auteurs, on va commencer à récolter les récompenses de ce travail sur l'ego, de ce travail de développement de soi. Si on prend Jung, si on prend Jung et son approche justement, on avait parlé de l'ombre de Jung, c'est cette approche-là, on est vraiment sur ce concept d'individualisation de soi tel que le donne Jung, qui encore une fois fait miroir également à la réalisation de soi de Maslow dont on avait parlé en amont. En amont surtout sur un autre épisode. Donc je t'invite à regarder les épisodes précédents si tu l'as pas écouté, parce que c'est vraiment très passionnant aussi, la vraie pyramide Maslow. Alors donc là on est sur cette maîtrise de soi, mais surtout cette maîtrise du faux soi, cette maîtrise de la personnalité adaptée. C'est-à-dire que, qu'on soit clair, ici on a de l'amour de soi, on a touché à cette personnalité supérieure, mais on n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'elle est encore présente, cet ego il est encore présent et il est nécessaire, et il va pas comme ça disparaître d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Donc c'est là où finalement l'amour de soi qui était vu précédemment va pouvoir aider à accepter cette partie de personnalité adaptée, mais également on la comprend, on l'a vu précédemment, et on la maîtrise. Mais quand je dis la maîtrise, c'est à un moment donné, c'est pas comme si on va prendre un type 3 énagramme par exemple, un type 3 qui va être dans l'image de soi, c'est pas à un moment donné, quand on est à ce stade-là, si un type 3 arrive à ce stade-là, ou les types 3 qui arrivent à ce stade-là, ils vont arriver à des moments donnés à revenir sur les compulsions de vaine gloire, de vanité du 3, de masque de la réalité. Mais le fait d'être à ce stade-là, c'est aussi avoir conscience de sa façon d'être, cette conscience de pouvoir porter à un moment donné un masque. C'est d'accepter ça, c'est de le comprendre, et également de voir justement si c'est utile ou pas. Donc il va y avoir une subtilité, une auto-observation qui va être beaucoup plus présente, l'observateur intérieur dont je parle sur le technicien énagramme, là, il va être vraiment présent, et ce depuis un bon moment, sur cette partie-là. Et il va aider justement à faire cette part des choses, et aussi bien comprendre que lorsqu'on évolue, lorsqu'on est face à la réalité et face au monde, il y a une personnalité qui va être présente, mais il y a aussi cette part dont je traite justement dans mon livre « Trouvez votre mission de vie », qui est la part liée à l'âme,
qui est la personnalité supérieure. Et donc cette part d'âme, elle va aussi s'exprimer. Donc il va y avoir vraiment un jeu et un travail qui va se faire, et un échange entre la part qui va être plutôt l'ego, personnalité adaptée, psyché, et de l'autre côté, la personnalité supérieure, qu'on appelle également l'âme, ou du moins selon la sémantique que j'emploie moi sur le livre, et que j'emploie également avec toi aujourd'hui. Alors quand on expérimente cette maîtrise de soi, on a un vrai équilibre entre notre monde intérieur, le monde extérieur, et on a un vrai accomplissement de soi qui se fait dans le monde réel, dans le monde concret, dans le monde tangible. C'est-à-dire que on va voir que la transformation de soi qui était à l'étape 6, eh bien justement, elle amène des changements, mais là, véritablement, on s'accomplit dans le monde. La réalisation de soi dont je te parlais précédemment, d'un point de vue spirale dynamique, d'un point de vue pyramide de Maslow, d'un point de vue donc individualisation de Jung, on est là. C'est-à-dire que c'est ok, je sais qu'il reste encore des choses à découvrir en moi, j'ai conscience de mes parts d'ombre, j'ai conscience de mes parts de lumière, et ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je compose avec ça? Et comment je le réalise dans le monde de tous les jours? Donc on n'est plus sur je fais les choses parce qu'on veut que je fasse les choses pour ça. On n'est plus je fais les choses parce que on va bien me voir ou on va m'aimer si je fais ça. On n'est plus parce que dans je fais les choses pour telle ou telle condition. On est dans je fais les choses parce que je pense que c'est juste, que c'est ce qui est bon de faire et que c'est ce qui est vertueux pour le monde, mais aussi également pour moi, parce que tout est inclusif. Et on arrive donc à la 8e étape, la transcendance de soi. Alors la transcendance de soi, ça nous amène à une référence, c'est-à-dire c'est un mot qu'on entend dans l'ultime niveau de la pyramide de Maslow, la vraie pyramide, encore une fois. Je ne le dirai jamais assez. Mais également, la transcendance de soi, on le retrouve dans le niveau le plus haut de la spirale dynamique, le niveau turquoise. Donc c'est quoi cette transcendance de soi? D'ailleurs, on en fera un podcast. Petite parenthèse d'ailleurs, je te parlais de la réalisation de soi d'un point de vue Maslow spirale dynamique. Je vais en faire un podcast spécifique à un moment donné. D'ailleurs, même plusieurs. Je le ferai quand ça sera le bon moment, parce que je veux vraiment avoir un maximum. Je pourrais te la faire la semaine prochaine si tu veux, mais ce que je veux, c'est vraiment avoir un maximum de sources diverses pour donner le plus de subtilité, de granularité possible. Et de même pour la transcendance de soi qui arrive juste après. Donc on en reparlera, mais on va en parler quand même. Déjà, il est quand même nécessaire de le dire ici. Et puis en plus, ça fait partie de l'épisode, quoi. C'est la promesse de l'épisode. Donc Nicolas, on t'attend, on t'écoute. Allez Nicolas, vas-y, transcendance de soi. On est parti. Alors la transcendance de soi, là on est sur la part véritablement spirituelle. Le mot spiritualité, il prend toute son ampleur, tout son sens ici. On est dans cette recherche de connexion avec le divin, de faire un avec le divin. Cette connexion avec l'invisible qui est vraiment manifeste. On est aussi dans ce moment où il y a un désir. Il y a pas ça dépasse le désir de s'accomplir. On est dans le désir vraiment de dépasser ce que l'on est, mais pas dépasser en termes de performance, dépasser pour arriver à se connecter à cette part divine. Ben oui, il n'y a pas d'autre mot. À connecter à cette part divine qui est en soi. Se connecter au maximum, être au plus proche de son âme et faire vibrer au maximum son âme. Enfin, du moins, c'est les termes que moi j'utilise pour parler de cette partie-là. À savoir que ce besoin de transcendance, ce désir de transcendance, on a pu, et tu as pu peut-être déjà le vivre. Comme par exemple, certains vont parler d'expériences mystiques qui sont faites. Alors certains vont le faire à base d'hypnose, d'autres à base de substances illicites. Moi, j'ai pu faire des expériences mystiques, j'en reparlerai de ça.
une en particulier, enfin pas celle dont je reparlerai, mais une expérience mystique qui a été faite au travers d'un exercice de PNL, mais même 2 exercices de PNL qui vont vraiment te faire monter dans les tours. Bon bref, en d'autres termes, de l'hypnose, qu'on soit clair. Et puisque justement c'était lié à ça. Donc là on a ces expériences, mais aussi, et c'est justement pour ça que je te dis qu'on en reparlera un jour, ces expériences mystiques, on peut les faire sans forcément avoir besoin de stimuli, que ce soit par de l'hypnose, par de la méditation ou par d'autres voies, mais aussi par quelque chose qui va se passer dans ta vie, dans un moment clé, un moment de béatitude, un moment de surprenant qui vient de nulle part et qui amène à un waouh. Ça me fait penser, je sais pas si c'est véritablement ce qui s'est passé pour lui, mais le cousin de ma mère qui est prêtre, il racontait que il a trouvé sa vocation au moment où il est rentré à l'intérieur de la Sagrada Familia. Et généralement, quand on vit ces moments d'expérience mystique, alors voilà, bon, quel que soit, là je parle plus à titre personnel, puisque là je viens de te donner un exemple et je sais pas s'il y a eu cette expérience-là, mais on peut l'imaginer au travers du fait qu'une vocation, et une vocation plutôt à voie spirituelle, se met en place, se déclenche à un moment donné, à un instant T donné, qui est quand même assez fort. On a ces expériences spirituelles, lorsqu'on les vit, ces expériences mystiques, on atteint un état qui est peu descriptible. Et cet état de transcendance, je l'appelle comme ça, mais d'ailleurs on est vraiment sur l'état, il nous amène vraiment sur une approche beaucoup plus profonde de la vie, une approche profonde du monde, une connexion qui justement peut être véritablement cette connexion au tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on parle de la 8e étape. Et tu vois, je te parle d'exemples personnels ou d'autres exemples. Ces expériences-là de transcendance de soi, on peut arriver à les vivre à certains instants donnés. Là, ici, on est sur un état qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus permanent chez la personne qui atteint cet état de transcendance de soi. On n'est pas juste genre une fois à l'occasion, on va vivre ces expériences mystiques très fortes ou cette connexion au tout, mais on va la vivre de façon beaucoup plus régulière et ça va beaucoup plus s'incarner dans la vie de la personne. Et ça nous amène à l'ultime étape de la réalisation de soi, de ce qu'on va appeler l'éveil avec un grand E, l'éveil spirituel. Et on va finir là-dessus, parce que c'est quand même une belle façon de finir ce podcast. Et donc cette ultime étape que l'on appelle la réalisation de soi spirituelle ou l'éveil avec un grand E spirituel, eh bien c'est cette réalisation qui nous amène vraiment à nous désidentifier à l'ego, aux limites de l'ego, aux limites de la personnalité adaptée, de dépasser vraiment l'âme pour vraiment arriver à se connecter, à ne faire plus qu'un avec le divin et avec le tout. D'ailleurs je parlais d'expérience mystique, sur un des exercices de PNL que j'avais fait, et je suis pas le seul à avoir vécu ça, en faisant cet exercice-là, certains ont eu la sensation de se connecter à l'amour universel, et d'autres, ce qui a été mon cas, à se connecter au grand tout, avoir l'impression de ne faire qu'un avec le tout. Et cette connexion où tout est un, je suis tout, qu'on appelle donc l'éveil spirituel, en majuscule, c'est... on peut le retrouver aussi sur d'autres termes, comme par exemple l'illumination, le nirvana, la conscience, certains disent la conscience christique. Ça dépend d'ailleurs en fonction, et c'est ça qui est intéressant, c'est sur les différentes approches, que ce soit le soufisme, le gnosticisme, le taoïsme, le bouddhisme, et bien d'autres approches, approches religieuses, spirituelles, on va trouver des termes qui vont être présents. Et donc là, ici, on est vraiment sur ça, on est sur ce nirvana, cette connexion à ce spirituel, à ce paradis. Et
Et c'est vraiment tout le mal que, que je nous souhaite, j'ai envie de dire. Donc voilà, là on arrive à la fin de l'étape. La vraie impermanence de l'ego. Euh, la fin de l'illusion, de l'attachement à, à soi, à tout. Tout est là, tout est juste. Et à ce stade-là, eh bien, on arrive à la véritable liberté de tout ce qui est lié à la peur, à la souffrance et à la sensation d'être séparé aux autres. Et c'est intéressant parce que là, typiquement, on retrouve des termes ou des sujets qui sont liés à chacun des 9 types énéagrammes. Donc en gros, c'est là où vraiment on arrive sur... Et j'en parle sur le texte, sur la partie spiritualité. Si d'ailleurs, si tu es membre du texte, vraiment va sur ce module-là qui est un module optionnel, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à la spiritualité. Bon, si tu es jusqu'à ce stade du podcast, c'est que tu l'es. Et donc sur ce module que j'avais tourné, que j'avais rajouté l'année dernière, justement, je parlais du type 0 en énéagramme. Et le type 0 en énéagramme, c'est pas celui qui arrive à la naissance, mais c'est celui qui arrive à cette réalisation de soi, qui arrive à ce pic culminant, et qui permet justement de se libérer de cette personnalité adaptée. On arrive donc à la fin, et à maintenant que nous sommes arrivés au dernier étage, on va profiter de la vue, on va prendre conscience de la beauté, du merveilleux, du subtil, du sacré, du spirituel qui est présent sur cette étape-là. Et sur ce, je vais te laisser donc terminer ce podcast. Si tu vas aller plus loin, encore une fois, tu as des ressources dans la description. Donc tu as les liens vers les différents sujets dont j'ai parlé dans ce podcast. Et quant à nous, donc, si tu as aimé le podcast, partage-le aussi. Ça, je ne le dis jamais assez, partage-le, mets une note, particulièrement sur Spotify, Apple Podcast, ça aide, surtout si tu as aimé le contenu. Comme tu l'imagines, c'est des contenus qui prennent du temps à réaliser, et donc ça sera un joli remerciement, et on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet tout aussi passionnant, peut-être plus même. À très vite, ciao.